Hello Romain, Salut. je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Oui, merci. Bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Romain Guillaume, triathlète professionnel longue distance depuis 15 ans maintenant. Ouais, Euh, principalement sur distance Ironman 70.3. J'ai gagné 4 Ironman et puis j'ai fait 10 Hawaï en 2014. ok, parfait. Voilà. J'avais demandé de dire ton palmarès, mais on voit qu'il est quand Voilà. même bien rempli. Mm. Au fur et à mesure des années, ça s'est construit comment, par exemple, sur ces 15 ans de triathlon? C'est plus des résultats au début, plus au Non, par-ci milieu, par-là. par-ci par-là, en Ouais. Je suis fonction des plutôt un courses. athlète un peu, on va dire, opportuniste sur les courses. Quand il y a du monde ou une grande densité ou quand je peux partir à vélo. Enfin, quand je pouvais, maintenant c'est un peu plus dur avec la densité. Ouais, Mais je le faisais et puis le résultat venait. Voilà, donc j'ai mon premier Ironman que j'ai gagné, c'était en 2012 ok. et le dernier 2019. Ouais, donc au final, c'est Ouais, tous récent, les 2-3 ans, c'est quoi. réparti. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien, c'est un bon rythme. Ouais. Ça fera partie des questions que j'ai à la fin des auditeurs sur comment tu fais, Romain, pour rester aussi longtemps au haut niveau. Donc, ça sera cool, tu Ouais. répondras à ça. Pour commencer, j'ai l'habitude de toujours poser une question. Peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien? Peut-être pas celle d'aujourd'hui parce que ça change peut-être de d'habitude, Ouais. mais une journée qui est assez classique que tu as envie de partager un peu aux auditeurs. Il n'y a pas vraiment de journée classique. Alors, l'année dernière, quand j'étais plus sur une dynamique de volume d'entraînement, c'était des journées dans la semaine. On va dire un lundi ressemblait à tous les lundis quasiment. Donc, je peux dire une journée, par exemple, enfin, de l'année dernière, par exemple, j'avais le mercredi, c'était une journée marathon. Ouais. Je me levais, je courais 8 km à jeun. Ensuite, petit-déj, je repartais courir 20-25 km. L'après-midi, je nageais 3000 et je courais à nouveau sur le tapis le soir. Donc en gros, je faisais 42 bornes en course à pied et j'avais une natation dedans. Donc ça faisait 4 entraînements dans la journée. Ouais. J'avais aussi une journée type du vendredi qui était très très long à vélo jusqu'à 240 km. Ok. Et j'enchaînais avec 1 heure à pied. Donc ça faisait une très bonne journée. Et maintenant, c'est vraiment aléatoire. J'ai changé d'entraîneur. Ok. Et puis des jours, je peux faire juste une natation. Comme des jours j'ai les 3 activités. Voilà, il y a rien de vraiment établi en fait. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu intègres dans ta semaine justement un jour off ou c'est pas établi? Ça dépend vraiment Non, de. j'ai pas de jour off. Non, Ok. euh, j'ai une journée tranquille qui est juste natation technique avec un petit peu de gainage. Ouais. Mais autrement, jour off, c'est que, on va dire, en extrême urgence, quand je commence à être vraiment cuit ou quand j'ai un souci. Enfin, un souci, quand je vais aller voir la famille ou autre, Ouais. voilà, mais autrement, un petit pépin de santé, ou voilà, mais autrement, en continu. Ouais. Et Ok. puis, je sens pas le besoin, en fait, quand on est habitué, je pense, à faire un certain volume et une certaine intensité tout au long de l'année. Un jour où on a juste une natation, entre guillemets, glandouille C'est un technique, jour off. c'est un jour off, ouais. Ok, Ouais. bon, c'est cool. Et comment tu as réussi à gérer justement la transition? Parce que dans toute ta carrière professionnelle, il me semble que tu es devenu papa. Ouais. Ça a eu quel impact sur toi et comment tu as réussi à gérer tout ça, cet équilibre entre la vie perso, devenir papa et toujours être très athlète C'était professionnel? très compliqué. Ouais, Ouais. En fait, c'était 2021. ouais, Euh, en fait, c'est super, sauf que la vie, on va dire, d'athlète professionnel, c'est une vie un peu égoïste. Hein. Enfin, c'est même pas un peu égoïste, on est égoïste. Tout s'articule autour de nos entraînements, de notre équipe, du calendrier triathlon. ouais. Et en fait, du jour au lendemain, finalement, c'est à nous de nous adapter à un petit bout de chou. Et du coup, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a des personnes, ça leur fait pas grand chose, Ouais. ce changement. Moi, j'avais du mal à trouver mes marques. Et 2021 était vraiment compliqué, d'autant plus que Léo est arrivé début juillet, en plein dans la saison. Et après, je courais. Enfin, j'ai fait l'erreur de vouloir courir tout de suite avec Plessid, 3 semaines après. Ouais. Donc, c'était bien en me disant, allez, repars, tu continues ta saison comme tu l'avais prévu. Mais c'était peut-être un peu prématuré. Et après, j'ai couru un peu après la forme. Et aussi une certaine ouais, je courais après le temps, je savais pas trop quand placer mes entraînements, je me sentais pas bien entre guillemets quand j'étais avec la famille, Ouais. ni pas bien quand j'étais sur les entraînements parce que quand tu es avec la famille, tu as le côté triathlon où tu dis bah merde, je m'entraîne moins qu'avant ou voilà et quand tu es sur tes entraînements, bah, tu dis je suis pas avec la famille. Donc je trouvais ma place nulle part. Et à partir du moment où il est rentré à la crèche, c'était beaucoup plus facile Ouais. parce qu'il était de 8h15 à 17h15, 4 jours par semaine. Et là, il n'y a pas à réfléchir. Tu as un créneau de 8h15, 17h15. Tu t'entraînes, tu te reposes, tu vis ta vie
triathlète à fond. Ok. Et avant c'est la période famille, après c'est la période famille, et puis c'est beaucoup plus facile maintenant, ouais. Ok, donc là maintenant c'est un Maintenant équilibre c'est de bon, vie ouais. que- Ouais, c'est tout bon. Ouais, et puis je pense il y a quand même ce besoin de se sentir légitime aussi, de se dire bah, en fait je pars de la maison alors qu'il y a le petit qui est là, est-ce que je laisse tout le monde tout seul, enfin, Oui, je pense qu'il y a un sentiment au début qui est un peu compliqué, quoi. Ouais, puis aussi peut-être aussi un espèce de conflit, des tensions qui se mettent aussi dans le couple, qu'on le veuille ou pas. C'est que quand tu pars 5-6 heures en vélo, Ouais. Anne-Sophie s'occupait de Léo, elle rentre, enfin je rentre du vélo, moi je suis rincé de ma sortie, j'ai envie de me reposer. Elle est rincée parce qu'elle s'est tapé Léo pendant 5 heures. Et du coup, les deux, on est fatigués. Et en fait, c'est soit l'un, soit l'autre qui continue à s'en occuper. Donc, Ouais. ça crée aussi peut-être des petites tensions ou voilà, dans le couple. On ne s'est pas engueulé ou quoi que ce soit, mais c'est pas la même chose qu'avant où tu rentres du vélo, tu es complètement cuit, tu te mets sur le canapé, puis tu fais une sieste. Maintenant, tu rentres du vélo. Finalement, faut s'occuper du petit. Donc, maintenant, je m'y suis fait, Ouais. c'est super, d'autant plus qu'il a 20 mois et je peux jouer avec, il y a une belle interaction maintenant. Mais au début, c'était un peu compliqué quand même. Ouais. Ok. Et il y a un nouvel équilibre du coup qui s'est trouvé aussi dans le couple, qui vient petit à petit, donc je pense que tu as vraiment trouvé ça et ça va durer dans le temps, quoi. Oui, et d'autant plus que je suis plus sur la fin de ma carrière. Ouais. Donc, je pense et j'espère que je peux faire encore de beaux résultats cette saison, puis un petit peu de la saison prochaine. Mais globalement, il y a moins de stress. Et puis, pour être sincère, j'ai perdu pas mal de sponsors aussi, parce que j'ai moins communiqué, parce que j'étais moins performant. Peut-être aussi parce qu'au niveau économique, c'est un peu plus compliqué dans le monde du triathlon. Et du coup, ça m'enlève de la pression. Je sais que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je courais, j'étais pas bon. Je me dis merde, je vais perdre mes sponsors l'année prochaine. Et je courais plus pour moi vraiment. Je Mais courais dans plus cet pour essayer objectif, quoi. de rester professionnel, de rester avec ce style de vie. Alors que maintenant, sans être méchant envers mes sponsors, c'est que je fasse une bonne saison ou pas, ça changera pas l'année prochaine. Ouais. Et je fais davantage les choses pour moi que pour mes sponsors, que pour assurer entre guillemets ma continuité de triathlète professionnel. Et je me sens beaucoup mieux maintenant au quotidien. J'arrive à passer des séances que je faisais pas avant. Ok. J'ai un entraîneur qui le même que Léon Chevalier, Arnaud Guillou. C'est très difficile, mais je m'accroche et puis sans me poser de questions. Ouais. Ouais. T'avances et tu prends du plaisir C'est ça. au fur et à mesure. Ouais. Et justement, désormais t'es papa, mais Romain Guillaume petit, c'était quoi? C'était quelqu'un qui courait partout, c'était quelqu'un qui aimait déjà le sport, t'étais calme, t'étais quel type de caractère? Ouais, j'étais touche à tout. Ok. Ouais, en fait, j'étais en club de natation à 5 ans. Mon père était maître nageur. Et puis après, j'ai fait de la gym, j'ai fait du karaté. En gros, je faisais un peu tous les sports, enfin beaucoup de sports. Et puis au fil des années, il fallait, on va dire, réduire un petit peu la voilure en termes de variété. Et donc j'ai arrêté le karaté parce qu'il fallait que je nage un peu plus. J'ai arrêté un an après la gym parce que ça prenait un peu trop de temps par rapport à la. Et moi, j'ai commencé le triathlon à 8 ans. Donc, Ok. du coup, on va dire de 5 ans à 8 ans, c'était plutôt varié au niveau sportif. Et après, à 8 ans, quand j'ai commencé le triathlon, moi, j'ai été à fond dedans. Ouais. Donc 8 ans, t'avais déjà des bases en natation. Ouais. Donc du coup, là tu passes un peu sur la course à pied et le vélo. Comment tu vis cette transition, sachant que t'avais déjà fait d'autres sports? C'était plus un jeu, non? Ouais, c'était un jeu, mais c'était plus aussi, je gagnais. En fait, c'était très simple à cette époque-là. Maintenant, on va dire que les enfants à l'heure actuelle, ils ont déjà les trifonctions, ils ont déjà les vélos. Il y a 30 ans, personne n'avait ça, à part moi. Et mon père, il me mettait un cinglet, donc j'avais la brassière de ma mère, une brassière jaune. Je nageais avec, j'avais le dossard accroché. Je roulais je faisais le reste des cale-pieds, sans chaussettes, sans rien. Donc en natation, si j'étais avec les autres, à la transition, ils ne me voyaient plus. Et c'était fini. Et quand tu es habitué, quand tu as 8 ans, que tu gagnes, que tu as 5 minutes d'avance, c'était vraiment énorme la différence. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de densité non plus par rapport aux Iron Kids ou aux petites courses maintenant. Tu fais parce que tu aimes ça, puis tu fais parce que aussi tu gagnes, t'es content. Et du coup, t'es né là-dedans, j'imagine, parce que ton père donc, était vraiment dans l'esprit natation. Ouais, mes deux parents faisaient du triathlon. Ok. Je crois qu'ils ont commencé en 84. Ok, donc moi, je suis né en 85, donc ouais. C'était un beau défi pour eux, tu vois. Ils se sont dit, allez, triathlon, et derrière... C'était cool, de pouvoir... À la base, c'était imiter un peu, voir ce que faisait mon père.
Puis après, c'était plus facile. Enfin, quand tu es dans un engrenage, tu es jeune, tu t'entraînes beaucoup. Parce que moi, je m'entraînais. En fait, ce que font les jeunes maintenant, moi, je le faisais il y a 30 ans aussi. Donc, du coup, j'étais dans un club d'athlétisme, j'étais dans un club de natation, je roulais avec mon père. Donc, c'était très facile, entre guillemets, pour moi de gagner parce que j'avais tellement d'avance via l'entraînement. Par contre, où j'ai eu des difficultés, c'est vers 14-15 ans, quand les autres se sont entraînés comme moi. Et finalement, les autres qui étaient plus doués ou qui étaient tout simplement plus forts que moi sont devenus meilleurs. Ok. Et là, psychologiquement, quand tu es habitué à gagner, entre guillemets, facilement, puis que tout le monde s'entraîne pareil, puis que tu finis 4e, 5e, 6e, c'est plus pareil. Mais bon, c'était bien, ouais. Et justement, ce qui t'animait, et peut-être ce qui t'anime encore aujourd'hui, c'était cette volonté de gagner. Et du coup, tu t'entraînes peut-être toujours pour ça. Tu aimes ce sentiment aussi de te sentir bon sur une course, où il y a autre chose qui t'anime. Est-ce que tu as toujours voulu être triathlète de haut niveau? C'est quelque chose qui te lie depuis petit? Ou alors c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure des années? Bah, en fait, à la base, moi, je voulais aller aux Jeux Olympiques. Ok, Donc, en fait, j'ai fait les Grands Prix en 2003 quand j'avais 18 ans. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'étais vraiment une chèvre en course à pied. Je cours en 20 minutes. Euh, et je cours plus vite maintenant que quand j'avais 18 ans. Et bon, même si c'est pas encore très très vite. Mais ouais, à 18, je me suis rendu compte que c'était pas possible. ok. Après, j'ai eu ma petite crise on va dire, de l'adolescence où je suis allé en fac, j'ai fait la fête, j'ai arrêté le triathlon pendant un an. Et il y avait un triathlon gratuit en Corse, le Corsicatri, et en longue distance. Et mon père me dit, bah tiens, avant de tout arrêter, tu vas faire ce triathlon. On va ensemble avec les copains et puis tu le fais. Et puis en fait, ça m'a plu l'ambiance. Et là, la volonté des JO, elle est encore là ou c'était Non, effacé? non, plus Ouais, du tout. c'était Hein. effacé. Hein. Non, c'était fini. Ouais, c'était plus faire en longue Le distance. kiff, tu voulais ouais. découvrir. Ouais. Ok. Et là, tu t'y prends? Tu fais un bon résultat peut-être là-bas ou pas encore? Non, j'expose complet. En Ok. fait, je suis sorti de natation parce que j'ai toujours eu des bases de natation. Et je suis sorti premier de l'eau avec Patrick Bringer à l'époque, je me souviens plus. Je suis parti à vélo, bon, comme un kamikaze, hein, j'explose au 120e, j'explose au 120 ou 100. Ouais, bref, j'explose sur Il la en fin du restait un vélo. peu, quoi. J'explose en course à pied, je dois finir 30e. Ok. Mais le fait de faire la course devant, ça m'a plu. Encore ce côté compétition. Et l'ambiance aussi. Ok. Et puis de partager quelque chose avec mon père. Donc, Ouais. j'ai remis le couvert sur Embrun, où j'ai fait la même connerie, mais en pire au niveau de la gestion d'effort. Donc, j'ai pas terminé Embrun, parce que je crois que je sors 4 de l'eau, j'étais 6 au-dessus de l'Isoire. Ok. J'avais pas spécialement l'entraînement pour, mais mon père le faisait. 15 jours avant, je me dis, bon, allez, je m'inscris. Et puis après, j'ai eu un entraîneur qui m'a un peu plus, Stéphane Palazzetti, qui a plus structuré, on va dire, ma carrière et vu les choses sur le long terme. Ok. Et puis c'est parti, quoi. Ouais. Et justement, sur cette structuration de la carrière, est-ce que toi, tu t'es laissé guider un peu au fur et à mesure, en fonction des entraînements que ton père pouvait te donner et le plaisir? Ou tu as toujours eu cette volonté de structurer ton entraînement, comprendre pourquoi tu faisais ça, regarder un peu les datas ou pas du tout? Ça m'intéressait pas du tout. Et même maintenant, les datas, je m'en fous complètement. Ouais, tu veux juste jouer. Ouais, moi, j'envoie l'entraîneur, il réfléchit pour moi. Et Ok. je suis pas quelqu'un. Enfin, je suis plus quelqu'un qui s'entraîne de manière spontanée. Alors, sans dire que je fais n'importe quoi sur les entraînements, mais j'essaie de réfléchir à une structure globale. Mais de voir que j'ai sur mon entraînement 230 watts, 250 watts, 260, je me couche pareil le soir, quoi. Ouais. Il y a aucun. Je sais qu'il y en a qui sont sur les watts, sur les temps, sur tout ça. Moi, ce matin, on avait 400, 300, 200, 100. Je regardais même pas la pendule. Je partais. Le but, c'était de nager bien, un peu Sensation, fort, quoi. voilà. Ouais. Savoir que j'étais en une 15 au 100 ou une 10, m'en fout complet. Après, c'est peut-être l'âge qui fait que maintenant, ça m'apporte rien. Ouais, mais ça a toujours été le cas chez toi. Bah, les datas, non. Moi, après, au bout d'un moment, quand t'es jeune, t'es content sur Ouais. ton entraînement. Tu rentres, t'as fait 36 de moyenne en vélo. Ah, tu te dis, t'es content, t'es le meilleur, t'es champion du monde. Mais le jour de la course, j'étais en 37 de moyenne. Donc, finalement, je faisais mes compétitions à l'entraînement. Et mes entraîneurs ont réussi à structurer tout ça. Ok. Et puis, Et aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même, il y a un petit truc qui t'anime au quotidien, c'est de jouer avec les potes, c'est de Ouais. prendre du plaisir à l'entraînement. Ça, c'est quelque chose que t'aimes, tu préfères t'entraîner vraiment tout seul ou justement t'aimes les deux, l'équilibre, partager, tout ça? il y a eu différentes périodes dans ma vie, en fait, par Ok. rapport à ça. Par exemple, quand j'étais chez BMC, moi, en fait, moi, je suis plutôt. Je reçois mes entraînements, je fais ce qu'on me dit de faire, en fait. Je réfléchis pas spécialement. C'était plus le cas avant. Et quand j'étais chez BMC, on était 10 en stage.
si les autres roulaient à 200 watts, moi je devais faire 220, j'allais tout seul. Et sur 15 jours de stage, je faisais une fois de vélo avec les autres parce que finalement, je préférais. Alors, c'est peut-être ce qui m'a permis de faire 10e à Hawaï, de faire mes résultats, hein. Donc, je regrette pas. Ouais. Mais maintenant, je suis plus à la recherche du côté convivialité et me dire que finalement, euh, ça va pas changer ma vie que je fasse. Si on me dit 2h30, que j'en fais 3 heures, ou voilà, après, j'essaie de pas rentrer dans les extrêmes. Je fais pas les séances des autres, je reste dans mes allures. Mais. Mais je recherche, oui, le côté aussi convivialité, parce que ça fait 15 ans que je suis pro et ça fait quasiment 20 ans que je suis sur longue distance. Donc, j'en ai un peu marre aussi, tout simplement. Ouais. Ok. Et justement, comment tu l'as vu évoluer ton sport, que ce soit l'écosystème, que ce soit l'arrivée des athlètes aussi, que ce soit les courses? Comment tu ressens ça au fur et à mesure des années? Est-ce que tu as vu vraiment une grande différence à un moment donné? Ou alors tu as l'impression que ça évolue de Ça petit s'est à fait petit? petit à petit, je pense. Ok. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, je pense que c'était plus facile pour un athlète pro moyen, comme j'ai été, d'être pro, Ouais. d'avoir des sponsors, parce que il y avait moins de densité, donc les sponsors donnaient davantage au peu d'athlètes entre guillemets. Maintenant, il y a une densité telle que je vois les choses alors d'un œil plutôt, je sais pas trop quoi penser de l'avenir parce que on va dire qu'il va y avoir beaucoup de différences entre le top des Ouais. athlètes qui auront très très bien pour vivre. Et après, ça va tout de suite sauter un cran, deux crans, trois crans. Et un athlète moyen va vivoter au mieux, quoi. Ok. Ouais, moi, je vois pas d'entre-deux. Par exemple, le PTO fait beaucoup pour le triathlon. Ouais. Ça, c'est indéniable. C'est vraiment très bien et il apporte beaucoup au niveau médiatique, l'aide. Par contre, on voit ce que je viens de dire dans le côté avant le PTO donnait en fin d'année au Ouais. classement mondial, il donnait jusqu'au centième. C'est ça. Mais même si c'était entre le 50 et 100, il y avait 2000 balles. Mais 2000 balles pour quelqu'un qui travaille à côté ou quelqu'un qui galère, c'est très important. Et maintenant, en fait, ils donnent plus que le top 50. Il y a beaucoup plus d'argent, mais est-ce que c'est eux qui ont vraiment besoin d'argent? Parce que quand tu fais top 50, c'est-à-dire que tu as gagné des Ironman ou tu es Ouais. régulièrement sur les podiums et tu n'aurais pas besoin de sponsors, tu arrives déjà à vivre de ça. Donc les athlètes qui sont plus dans entre guillemets, à- à essayer d'être dans le top ou de progresser, c'est eux qui ont, à mon sens, peut-être plus besoin d'une base, Ouais. même si c'est pas beaucoup, mais je vois le gars qui fait troisième à Lanzarote l'an dernier, il travaille 30 heures à côté. Et peut-être que les 2000 balles du PTO, il est pas dans le top 50, Dominique, mais peut-être que les 2000 balles du PTO lui permettraient de faire 2 ou 3 stages ou avant une course, finalement, se mettre à mi-temps Ouais. et puis faire mieux sa course. Mais d'une manière globale, euh, je vois ça se professionnalise beaucoup plus. Ça évolue dans le bon sens. Ok. Ouais, je pense que. Et toi, sur cet aspect vraiment financement, sponsoring, tu as toujours eu cet équilibre ou tu as eu des périodes assez compliquées où tu devais travailler, tu avais beaucoup de mal à te dégager du temps pour t'entraîner? Comment tu as réussi à gérer ça? Est-ce que tu as eu des périodes où tu as dû faire des choix entre continuer le Non. triathlon ou arrêter? Euh, la période. Alors, c'est actuellement Ok. que j'ai de moins en moins et que c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire, dans ma carrière, moi, j'ai eu la chance d'être chez mes parents jusqu'à mes 28 ans. Enfin, ouais, j'avais un camp de base, on va dire. Ok. Donc, on va dire de 20 ans à 23 ans, quand j'étais triathlète amateur. Euh, Là, je vivais chez mes parents, je travaillais à côté, j'étais entraîneur de natation. Ok. Et tu travailles le midi et le soir, donc ça te laisse le temps dans la journée pour t'entraîner. Et puis j'étais très heureux pareil, comme ça. Et après, j'ai fait deuxième à Hawaï dans ma catégorie en 2008. Et je me suis dit, bon, l'étape d'après, c'est d'essayer de passer pro. Donc je me suis déjà mis à mi-temps, mais en pensant, finalement, tu fais deux à Hawaï dans ta catégorie, tu te dis, ouais, génial, tu vas tout casser l'année suivante. Et non, il y a un gap quand même. Il fallait plus qu'un mi-temps, quoi. Ouais, c'est énorme. Et peut-être qu'un mi-temps m'aurait suffi, peut-être plus dans la durée. Ok. Mais il fallait quand même que je mette les bouchées doubles. Donc j'ai fait 1 an à mi-temps et après en 2010, j'ai demandé à mes parents est-ce que ça vous dérange si tout simplement j'arrête de travailler et je reste à la maison. Et puis donc quand on enlève la bouffe, le logement, l'électricité, enfin voilà, ça aide quand même beaucoup. J'avais je peux pas dire des partenaires à ce moment-là, c'était des personnes qui voulaient m'accompagner Ok. dans mon projet. Enfin, je fais la différence entre partenaires qui veulent un retour, on va dire, et des personnes qui sont là par générosité. Euh, et,
Et du coup, ça m'a permis de faire un 2010-2011 où j'ai eu un peu plus de sponsors. Et 2012, à partir du moment où j'ai gagné mon premier Ironman, là, j'étais autonome. Ok. Et justement, un sujet qui, je trouve, a énormément évolué, c'est la partie nutrition. Comment tu as vu cette évolution-là entre la science qui a apporté énormément de data et parfois des choses vraies, des choses fausses? Comment toi, tu as trouvé ton équilibre? Est-ce que tu vois vraiment une différence entre ton alimentation il y a 10 ans et ton alimentation aujourd'hui en course? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou tu n'as pas ce sentiment-là? Non, moi j'ai rien. Enfin, le côté nutrition, moi c'est vraiment mon point faible. En fait, Ok. je suis quelqu'un, physiquement, je peux endurer des trucs de dingue. Par contre, quand je suis fatigué, alors peu importe si c'est une fatigue physique, psychologique ou autre, je passe dans l'excès au niveau nutrition. Donc, du coup, au quotidien, si je me restreins, à un moment donné, je sais que je vais péter et puis ça va aller à l'opposé, limite boulimie. Ouais. Donc, du coup, bah, je mange n'importe quoi, n'importe quand. Enfin, quand je veux, voilà. Et au niveau nutrition pendant les entraînements, alors là, je suis en train de. J'apprends pas mal. Bon, c'est 38 ans, un peu sur le tard, mais L'âge pour tout. là, j'attends pas. Je discute pas mal avec Arthur, avec Léon, Arnaud, et eux, ils sont partis sur quelque chose de différent, avec beaucoup manger sur les entraînements, avant l'entraînement, pendant, Ok. enfin, avant, pendant, après. Et c'est très intéressant en fait. Et le principe, en gros, il faut habituer ton corps à manger beaucoup, peu importe entre guillemets ton poids, parce que moi je calculais au poids, enfin, Et ouais. voilà, les trucs il y a 10 ans, Ouais. les 10-15 ans, 1,2 g de sucre par kilo, Par kilo et par on heure. avance quoi. Et donc, et le principe, c'est vraiment intéressant. Et puis par rapport à la récup aussi, en gros, pour schématiser, hein, si tu prives ton corps pendant l'effort, quand tu vas manger après, ton corps il va stocker. Et Ouais. finalement, tu auras puisé dans tes muscles, tu vas moins bien récupérer si tu prends pas assez. Et puis après, tu vas stocker et tu seras pas finalement vraiment affûté. Donc c'est une logique. Je vais essayer ça parce que je me dis j'ai rien à perdre. Ouais. Mais ça se tient, voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui lit les choses et puis qui me tiens, je vais à 100% là-dedans. J'ai envie d'essayer tranquillement sans passer du tout au tout. Ouais. Donc, puis Donc, c'est la bonne période maintenant parce que j'ai entre guillemets pas grand-chose à perdre. clairement, mais il va falloir trouver l'équilibre aussi Ouais, c'est parce ça. que c'est vrai que cette nutrition, maintenant on voit quand même des doses ingérées par les athlètes qui sont Ouais. assez conséquentes. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un entraînement, ce sera un sujet que j'aurai avec Léon quand je vois les quantités Et qu'il ils peut font tous manger. ça maintenant, c'est Ah ça ouais. qui est incroyable. Et avant, après et Ouais. pendant l'entraînement. Ouais, Ok. ouais, ouais. Moi, là, en natation, ils étaient à 80-90 grammes de sucre sur la natation, là, aujourd'hui. Moi, j'ai mis un gel, j'avais 22. Ah ouais. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, est-ce que finalement, mes dernières courses, moi, sur mes Ironman, je gérais bien mes efforts. Enfin, je pensais être vraiment Ouais. confortable. Je pars à pied en me disant, je fais le 3 heures, il n'y a pas de problème, quoi. Puis finalement, paf, j'ai plus rien. Alors, est-ce que c'est pas ce côté-là, et niveau énergétique, où il y a à travailler? Je sais pas. Donc, il faut que j'essaye parce que refaire les mêmes choses que j'ai fait avant, bah, si c'est pour faire les mêmes courses que ces 3 dernières années, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ouais, ça se tente, franchement, ça se tente et il faut voir comment ton corps y réagit. Ouais. Mais Puis je trouve, bah, après il me reste 3 mois avant Nice, ouais. et je trouve le principe intéressant. Voilà, si Ouais. je me dis, oui, finalement, c'est quelque chose que je comprendrais pas ou que j'aurais des doutes, bon, je le ferai pas, mais là, je me dis pourquoi pas, ouais. Bon, par contre, ça fait des budgets nutrition. Je vois là, dimanche, calculer mon budget nutrition à la Ouais. sortie. Tu te dis, waouh, Ouais. c'est impressionnant. Mm. Donc, c'est là qu'il faut être aussi un petit peu accompagné aussi sur Ouais, cet moi aspect j'ai nutrition. commencé alors c'est rigolo parce avant Morten et tout ça, moi, c'était 2010-2011. J'ai mon médecin qui accompagnait des athlètes d'ultra-endurance sur le Tour du Hogar et en course à pied. Ok. Et lui, il me faisait prendre, il me dit, tu vas à la pharmacie, tu prends du Calorène. Alors, je sais même plus comment s'écrit, Kalorren, voilà. En gros, c'était comme de la poudre énergétique, en gros, avec différents sucres, Ok. pour les personnes âgées ou qui ont des soucis pour s'alimenter. Et ça passait avec de l'eau. En fait, il y avait les 90 grammes de sucre par dose, quoi, facilement, parce que c'est pour quelqu'un qui pouvait pas s'alimenter. Ok. Et donc, à l'époque, Tu prenais ça. je prenais ça. Ouais, j'allais en pharmacie, je prenais mon truc.
Sur ordonnance. Non, sans ordonnance, C'est malin. tout le monde pouvait prendre. On le donne à nos auditeurs, là. Ouais, non, tout le monde pouvait prendre. Et c'est tout simplement du sucre. Hein. Alors, les doses étaient, je ne sais même pas si ça existe encore, comme certainement moins étudiées que Morten, parce que eux, c'est vraiment pour l'effort. Ouais. Mais j'ai fait des courses aussi bonnes avec ça que d'autres courses après, les marques que j'ai eues par la suite. Mais maintenant, je pense que il y a eu vraiment beaucoup d'études qui ont été faites et c'est très intéressant ce qu'ils font maintenant. Et il y a des recherches vraiment importantes. Ouais. Et sur cet aspect, donc on voit bien l'aspect nutrition, développement, donc carrière pro et équilibre de vie. Sur tes réseaux sociaux, tu montres souvent que tu es en soufflerie. Est-ce que c'est la science, tu y crois et tu vois les progrès et du coup tu essayes de travailler ça au maximum pour gagner un watt ou deux, ou c'est justement pour dire moi je mets tout en œuvre pour ma réussite? Qu'est-ce qui fait que ça t'a poussé vers des tests en soufflerie? En fait, c'était, on va dire, ce qui pouvait m'aider ou ce qui peut m'aider encore à l'heure actuelle, c'est les gains que je peux avoir à droite à gauche. Parce que physiquement, j'en discutais avec Rob, mon nouvel entraîneur. Ouais. Il me dit il n'y a pas de raison à 38 ans que tu aies perdu tes qualités par rapport à quand tu avais 30 ans. C'est sûr, je ne ferai peut-être pas les mêmes sprints, pas les mêmes choses, mais sur longue distance, je peux retrouver mon niveau, mon meilleur niveau en fait, que j'avais. Mais par contre, maintenant, les gains et les connaissances en aérodynamisme sont telles que finalement, gagner 5 watts sur un casque, 5 watts sur une position, et au lieu de poser le vélo 3 minutes derrière, tu poses le vélo que 1 minute derrière. Ouais. Ou, au lieu de poser le vélo avec les gars, tu poses le vélo 2 minutes devant. Enfin, tout dépend comment on le prend. Mais ouais, c'est les petits gains comme ça qui peuvent aider. Et maintenant qu'il y a une telle densité que tout ce qu'on peut prendre en gains marginaux, c'est intéressant, ouais. Et par exemple, sur une soufflerie comme ça, ils ont réussi à trouver un peu les watts gagnés entre le tout début où tu as commencé avec eux et désormais, ou pas du tout? Oui, alors, ce qui est intéressant quand tu vas en soufflerie, c'est si tu y vas, tu as 0 sponsor. Ouais. Parce que après, tu es limité, une fois que tu as les sponsors, tu es limité à faire avec les casques de la marque. Voilà. Donc, ce qui était intéressant l'an dernier, c'est que je suis allé en soufflerie avec différents casques parce que j'avais pas de sponsor. Et on s'est rendu compte que, je ne vais pas citer de marque parce que j'ai pas envie de décrédibiliser une marque ou pas, mais que les casques que je portais n'étaient pas du tout aéro. Et le casque de la marque le casque aéro de la marque était moins aéro que le route. En soufflerie, c'était testé avec ma position, quoi. Donc, et un problème. Mais après, d'un autre côté, on se dit, je vois il y a quelques années, il y a 10 ans déjà, Greg Alexander, il gagnait à Hawaï, il avait un casque route. Ouais. Est-ce que lui, il était déjà pas en soufflerie, il avait déjà pas étudié tout ça pour se dire, finalement, ou si c'est les mêmes gains, ou alors les mêmes... entre un vélo, même impact, quoi. Si c'est l'impact est le même, mais tu es plus aéré au niveau du casque, donc tu chauffes moins et tu dépenses moins d'eau, finalement, le gain à la fin, le gain sur le marathon, il est meilleur. Donc, ouais, puis ça se trouve, ça dépend de ta position sur le vélo aussi, peut-être en soi, comment tu arrives à tenir ta tête, tout ton équilibre, parce que c'est quand même des positions qui, je pense, pour toi maintenant deviennent confortables, mais qui au début, malgré tout, sont quand même à travailler, quoi. J'ai été pas mal, moi je suis assez souple, donc on peut me poser n'importe comment, ça va, et je roule beaucoup, enfin un peu moins maintenant que je suis sur Embrun. Quand j'étais dans le Jura, c'était beaucoup plus facile de rouler en position aéro, mais c'est une question d'habitude aussi. Voilà, tu as un peu mal au début, mais ce qui est important, c'est une position qu'on peut maintenir dans la durée, parce que avoir une position la plus aéro possible, c'est bien, mais si tu la tiens 1 heure sur 4, puis qu'après tu as mal au dos, et sans parler de l'impact en course à pied, mais si tu es obligé de te mettre tendanceuse, si tu es obligé de relever la tête, le gain, au final, c'est un déficit, quoi. Ouais. Donc, ok. Et tu parlais d'Embrun, justement, juste avant. T'as toujours vécu là-bas ou justement t'as... Ok. Avant, tu vivais où et pourquoi cette transition vers Embrun? En fait, moi, je suis originaire du Jura. Okay. J'ai fait pas mal de temps dans le Jura. Je suis descendu à Nice en 2013, pendant 5 ans. Et Nice, c'est magnifique, c'est vraiment une très très belle ville. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui aime la grande ville, qui calcule par rapport à la circulation, tout simplement parce que j'ai jamais vécu, j'ai jamais eu à vivre ça. Et dans mon projet de reconversion, en fait, post triathlon, je veux faire un gîte triathlon pour accueillir des stages, accueillir des athlètes. Et
Nice, l'immobilier était trop cher. Ouais. J'ai voulu faire ça à Lanzarote. On est parti avec Anne-Sophie pendant 7 mois à Lanzarote. Après, à Lanzarote, le problème, c'est qu'au niveau urbanisme, on ne sait pas ce qui a été fait dans les règles. Et ce qu'on peut faire, c'est un peu flou, on va dire. Ouais. Donc, on n'a pas voulu se lancer à Lanzarote. Et on s'est dit, le Jura, c'est bien, mais il ne fait pas beau tout le temps non plus. Et comme je connais Embrun, moi, depuis que j'ai 5 ans, on y va tout le temps en vacances. C'était toujours pareil, 3 semaines en juillet et une semaine au 15 août, parce que mon père a fait Embrun une quinzaine de fois. Et on s'est dit, on va aller vivre à Embrun. Donc depuis 2018, on est à Embrun et on s'y plaît bien, ouais. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, enfin, entre la Ouais, piscine, le terrain de jeu en vélo. Faut aimer la nature, Ouais. faut aimer être aussi un peu casanier, parce qu'il y a des périodes où il n'y a rien à faire en soirée. Y a pas, Ouais. voilà, c'est... Après, moi, j'aime bien ça, on est pépère. Donc, Au niveau du climat, l'hiver, il est rude là-bas ou ça reste... Alors, on va dire pour un athlète amateur qui travaille, c'est certainement un peu plus compliqué qu'un athlète pro. Parce que alors, le climat est principalement tout le temps ensoleillé, ça, c'est pas un souci. Par contre, pour rouler, il faut le créneau. Au pire de l'hiver, c'est 11h, 14h. Allez, 11h, 15h, grand maximum. Après, avant, il fait très froid. Après, il fait froid. C'est un climat sec, donc ça aide. Mais quelqu'un qui travaille, c'est compliqué, on va dire, d'aller rouler ou de se laisser du temps hors week-end, quoi. Ouais. Bah justement, ça me permet de faire la transition parce que à chaque fois, j'ai une petite partie FAQ sur les réseaux sociaux. Donc, les gens te posent des questions. Ouais. Et donc là, on arrive à ce moment-là. Et justement, la première question de Luz, qui doit te suivre, j'imagine, sur les réseaux sociaux, c'est Hello Romain, comment fais-tu pour rester motivé justement sur home trainer et sur tapis avec les séances longues que tu peux faire? Ouais, c'est compliqué. En fait, moi, je suis... par rapport à ça, c'est beaucoup dans l'excès. En fait, moi, je suis beaucoup... quand je pars en me disant je fais home trainer, je fais de l'home trainer. Et je peux en faire pendant... Enfin, ça, c'est pas un souci. En termes de durée, alors je parle là sur le long terme. Hein. Après, je parlerai de la séance en elle-même. Mais... et en fin de saison, par exemple, j'en ai marre de faire du home trainer. Et du coup, je me dis, je vais sur la route cette année. Et en fait, tu vas sur la route quand il fait... Des fois, on partait tôt, hein, il faisait -6 ou voilà. Je le faisais, tout allait bien. Mais après, ça a un impact aussi psychologiquement. Alors, tout autant que faire des 4-5 heures de home trainer. Et donc, voilà, moi, j'alterne, on va dire, des années home trainer, des années un peu plus de route. Le mieux, ce serait de faire un mixte. Mais moi, je suis plus là-dessus, tout ou rien. Et je m'adapte un petit peu à ce que me donnent mes entraîneurs. Okay. Et là, Rob, il est beaucoup home trainer, donc je fais ce qu'il me dit. Mais mentalement, pendant 5 heures sur un home trainer où tu es tout seul chez toi, elle-même, moi, je fonctionne pas avec Zwift. Je suis pas fan de ce monde virtuel ou de ces conneries-là. Enfin, ces conneries. Voilà, c'est pas ce que j'aime. Donc, j'ai mes watts qui sont programmés. Ma séance, elle est programmée. Et je me mets un film, je mets mon ordinateur, j'ai mon compteur avec les watts. Et puis quand je dois faire ma séance, j'arrête le film, je mets la musique. Et puis après, voilà, j'alterne ces moments, on va dire, tranquilles, où je regarde une série, je regarde un film, ou, voilà, avec les moments où je dois forcer davantage, où là, j'enlève le film, je mets la musique, je me concentre un peu plus, et puis ça passe, on s'y fait à force. Hein. Ouais. Parce que dans ces 5 heures-là, tu roules pas 5 heures tranquillement, tu as vraiment des corps de série qui viennent se caler au milieu, et après tu restes un peu en endurance, quoi. Différentes séances, en fait, avec Rob. Il y a des séances qui sont un peu... comme la semaine dernière, j'ai fait 3 heures où j'ai dû faire un quart d'heure d'échauffement et après c'était 4 fois 5 minutes, 5 minutes, 3 fois 10 minutes, 10 minutes. Voilà, c'est toute la séance est prise par finalement une alternance d'intensité et de récup. Ou alors, dimanche avant de partir, c'était 3 heures de glandouille. De glandouille. J'ai ma zone d'endurance, donc finalement, une fois que tu es dans ta zone d'endurance, tu regardes un film, tu t'en fous. Les watts sont dans les home trainers et il faut, entre guillemets, on est un peu une machine, on tourne les jambes et puis voilà. Donc là, c'est pas spécialement fun, donc c'est là où le côté film, c'est tout aussi bien. Et puis après, la dernière heure, là, c'était beaucoup d'intensité, donc j'ai arrêté, je me suis concentré, j'ai fait ma séance et puis voilà. Donc, ça y va, quoi. Ouais, ça va. C'est dur de fonctionner comme ça après avoir roulé de manière monotone et c'est un peu usant. Moi, je préfère psychologiquement faire ma séance au début puis après glander après. Mais Rob, lui, il est plus sur le côté difficulté, je pense. Donc, il a fait l'inverse. Mais globalement, ça passe, c'est une habitude. Mais je pense que rester devant Zwift ou devant un vélo, finalement, en roulant en endurance, voilà.
pour moi, il y a peu d'intérêt. Alors, personnellement, hein, peut-être que c'est le côté Romain qui aime finalement rouler de manière un peu plus, je ne veux pas dire variée, mais sans regarder un écran où tu vois un cycliste rouler à ta place, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Et puis je pense Ouais, que c'est vraiment le sens de sa question. Je pense qu'elle, en tant que personne, elle a un peu du mal. Moi, je vois personnellement, quand je fais ça dans la véranda et que je vois l'extérieur et il fait ouais, beau, ça m'ennuie un peu d'être oui, ici. C'est sûr que c'est avantageux quand le soir il fait nuit, ouais. quand c'est dangereux, mais il manque quand même quelque chose et je pense qu'il manque l'essence de pourquoi on Le fait ce côté sport, quoi. plaisir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que euh, enfin, je dis ça maintenant, mais je sais pas la suite, hein, parce que peut-être ça me manquera trop, mais quand j'aurai fini ma carrière pro, je vends le tapis de course à pied, je vends le home trainer, et puis le jour où il fait pas beau, j'irai courir, et autrement, s'il fait vraiment pas beau, je vais en VTT, ou voilà, essayer d'être plus sur une dynamique de plaisir. Après, euh, quand on veut se donner les moyens d'être performant, alors n'importe quel niveau, hein, Ouais, de progression, bah, au bout d'un moment, il faut faire des sacrifices, c'est ça. et il y a le côté plaisir qui doit peut-être passer Ouais, c'est un outil après le qui t'emmène côté. à la C'est ça. performance pour le Ouais, plaisir derrière, en c'est fait, au ça. final. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est compliqué, mais Et rien n'empêche finalement de faire une ou deux séances de home trainer dans la semaine d'1 heure euh, intensive. Puis ouais, le week-end, bah, on va avec les copains, on profite, on s'amuse. ça. Et le travail peut-être est le même. Parce que rouler en endurance sur home trainer, moi je préfère être dehors avec les copains ou que ce soit en VTT ou autre que finalement tourner les jambes comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci à toi. On va enchaîner sur la question de Mathieu. C'est en tant que vainqueur de l'Alpe, Hmm. as-tu un conseil à me donner pour que je performe cet été sur cette course? Et surtout, est-ce que mentalement, parce qu'il a déjà entendu ça, est-ce que tu découpes l'Alpe en différentes parties ou pas du tout, toi? Non, alors moi je pense que. Alors, pour faire une bonne course à l'Alpe, il faut arriver frais en bas de l'Alpe d'Huez. Il faut être régulier dans les bosses, essayer de ne pas mettre trop d'à-coups avant. Et après, bah, l'Alpe d'Huez, c'est un peu le juge de paix. C'est vraiment là où, au-dessus de l'Alpe, on a encore des forces. On sait qu'on va bien courir, ou alors on est complètement cuit, et puis ça va être un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui arrivent cuits, qui arrivent à courir quand même, hein, mais Ouais, je sais que pour revenir à 2019, la course que j'avais fait par rapport à Daniel Arif, c'était rigolo parce qu'elle était partie 15 minutes devant. Nous, on se tirait la bourre avant l'Alpe, ouais, et certainement un peu trop, alors qu'elle gérait son effort. Et finalement, je la rattrape en bas de l'Alpe, je la double. Et nous, on était dans une dynamique avant où c'était vraiment trop d'à-coups. ouais. Et les 3-4 derniers kilomètres, j'ai complètement explosé. Et elle, qui a géré son effort de bout en bout, bah, elle m'a doublé, elle m'a remis en 3 km, elle m'a remis 2 minutes ou je sais pas combien. Et ça montre vraiment que en gérant l'Alpe, enfin en gérant l'avant Alpe, et Ouais. si on arrive frais en bas et qu'on gère cette montée-là, bah, on peut, en fin de compte, au-dessus, faire un bon résultat ou être bien, quoi. Et l'aspect vraiment altitude, parce que malgré tout, quand on est là-haut, on sent que c'est un peu plus compliqué de respirer, etc. Est-ce que toi, à chaque fois que tu as fait l'Alpe, tu es venu passer une semaine avant pour faire tes footings à basse intensité, ou justement c'était la première fois que tu courais sur le plateau au moment de la course, quoi? Bah, moi, en fait, ce que je conseillerais, j'en ai parlé avec pas mal de pros, c'est soit arriver à l'Alpe une semaine, 10 jours avant, Ouais. pour s'habituer en fait à l'altitude, ou soit arriver au dernier moment, comme moi j'arrive souvent au dernier moment. Et Soit parce l'un, que, soit l'autre. bah ouais, voilà, parce qu'en fait, si on arrive au dernier moment, on n'a pas le temps de s'habituer, mais on n'a pas cette période de fatigue, Ouais. finalement, où le corps doit s'adapter. Et le corps s'adapte le jour J, et puis finalement, il n'y a pas trop d'incidence sur la course. Par contre, les personnes qui arrivent 5-6 jours avant, ça, s'entraîner en altitude, ça crée une fatigue. Et du coup, bah, on arrive 5 jours après, on n'a pas récupéré de cette fatigue qui a été créée avant. Et souvent, enfin beaucoup, ont un peu de difficulté avec ça. Alors que si tu arrives au dernier moment, bah, finalement, tu arrives au dernier moment, tu t'entraînes pas, Ouais. ou très peu, ou tu t'entraînes dans la vallée, et t'as pas de fatigue qui est créée. Un peu comme quand on va faire la course en Malaisie. Ouais. C'est la chaleur. Si tu t'entraînes, enfin, ça crée des difficultés et une fatigue. Et si tu arrives au dernier moment, quand tu es en période où tu te relâches vraiment, tu vas pas arriver fatigué. Si tu arrives bien avant, tu t'es habitué, tu te reposes, tout va bien. Mais si c'est entre les deux, c'est un peu compliqué. Ouais, Ok, donc pour Mathieu, c'est soit l'un, soit l'autre. On ouais, moi verra. je conseille, oui, soit l'un, soit l'autre. Ouais, Ok, ouais, ouais. bon, nickel. Merci à toi.
Une question de Jules qui dit, si je ne me trompe pas, tu utilises 226 ERS en nutrition. C'est quoi un protocole type sur Ironman pour toi, par exemple? Bah là, comme je disais, je suis en train de tout revoir Changer, un ouais. petit peu ma manière de nutrition en termes d'apport. Enfin, je vais tout revoir. Enfin, j'étais déjà, moi, sur une dose assez haute en nutrition. Je suis à 80 grammes de sucre par heure. Là, je vais essayer de monter parce que les Norvégiens, ils sont à 130, Ouais. 120, 130. Et en discutant en fait avec Arnaud et Léon, les autres, ils sont très Ouais, hauts ils sont aussi. proches de ça, ouais. Et eux ressentent une différence. Donc Ok. moi, je vais essayer, je vais voir ça. Moi, je prends pas de solide parce que ça me convient pas particulièrement. C'est tout liquide. Ok. Donc en fait, c'est boissons énergétiques, c'est gel. Alors gel principalement en course à pied. Et j'essayais jusqu'à maintenant d'avoir 80 grammes de sucre par heure. Ok. Hors natation bien sûr, mais ça commence à la sortie de l'eau. Et je partais du principe que peu importe l'apport, il fallait avoir ces 80 grammes. Donc sans oublier de boire, parce qu'en fait, quand on a beaucoup de sucre, si on boit pas assez, on l'assimile pas très très bien au niveau de l'estomac et ça fait plus de troubles gastriques. Donc, moi, je reste convaincu que c'est peut-être chacun à sa sauce. Ouais. Euh, et s'il y a des personnes qui adorent les barres énergétiques, qui prennent des barres énergétiques, l'essentiel c'est d'avoir le montant de sucre et un apport régulier. Moi, j'ai vu gagner Denis Chevreau, ça remonte en 2014, hein, les vieux combattants. Enfin, Denis est encore vraiment présent sur le circuit, hein, très, 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 très fort, mais sur marathon, prendre une barre. Ouais. Et il a gagné la course. Hein, donc, Ouais, il n'y a c'était. pas réellement de Non, règles et de ouais, vérité. c'est ça. C'est vraiment individuel. Alors, il y a peut-être des choses à voir en termes d'apport, de, de, de prendre les bonnes doses, on va dire, de sucre. Ouais. Mais après, ceux qui aiment bien les bars, il y en a, je sais, qui aiment bien cette sensation de manger. Il y a des personnes, Brett Sutton, Ouais. il a fait gagner tellement de personnes, des filles surtout, sur l'Ambraman. Ils avaient un sneakers au-dessus de l'isoire. Comme quoi. Et finalement, ça a rien changé à leur course. Ils ont été performants. Et voilà, donc. Bon, nickel. Et la petite dernière question qui est d'Alexia, c'est quel est ton secret pour garder une telle longévité dans la performance et dans le haut niveau? J'en sais rien. Non. En gros, au quotidien, enfin ces dernières années, hein, moi j'étais beaucoup drivé jusque 2017, 2018, même 2019 hein, par la performance. Ouais. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé, c'était un peu plus compliqué. Et maintenant, ce qui me. Alors, pour cette année-là, c'est. Voilà, moi je suis en fin de carrière. Je veux pas finir ma carrière comme ces 2-3 dernières années où finalement c'est pas tant j'ai pas été bon, c'est plus je suis pas arrivé sur une course ces 2-3 dernières années en me disant j'ai fait une super prépa et Ok. peu importe ce qui arrive, finalement j'ai rien à me reprocher parce que il y a eu depuis 3 ans l'année Covid, l'année bébé, l'année dernière j'ai fait un Covid long qui a duré 2 mois. Donc finalement je courais toujours après la performance, après le temps, après la progression et j'ai envie de finir ma carrière en me disant j'ai tout donné jusqu'au bout Ok. en me disant que je gagne Nice, enfin je gagnerai certainement pas Nice. Je parle pas des champions du monde, hein, je parle de l'Ironman. Il y aura toujours un jeune qui sera certainement plus fort, On mais sait jamais. ouais, on sait jamais. Mais que je fasse troisième, cinquième, même si je préférais faire troisième, ce que je veux, c'est arriver à Nice en me disant, mon entraîneur m'a demandé de faire ça, et j'ai pu le faire, je me sentais bien, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis finalement, il y avait meilleur que moi et j'ai fait troisième. Et pas me dire ah j'ai fait troisième parce que j'étais fatigué, parce que Ouais. j'ai eu le Covid, j'ai eu le bébé, j'ai été malade, j'ai eu ci, j'ai eu ça. J'ai juste envie d'être bien au départ de la course, donner le meilleur de moi-même. Donc pour cette année-là, cette motivation vient de là. Et on va dire au quotidien, c'est pas, on va dire, j'ai moins cette motivation que j'avais avant. Parce que je sais que c'est plutôt la fin de carrière et qu'il y a le côté aussi économique qui fait que avant tu te battais pour bien gagner ta vie, maintenant je me bats pour finalement juste pour moi parce que le côté financier il est plus spécialement présent côté triathlon. Alors le coaching heureusement prend le pas de ce que j'ai perdu un peu en termes de sponsors, mais et c'est plus maintenant me retrouver avec les copains. Je pars en stage, je me dis chouette, je vais retrouver avec les copains, je vais retrouver une super dynamique. C'est pour ça que je dis que je vais arrêter ma carrière, je vais arrêter le triathlon. Ce sera le côté pro, Ouais. c'est sûr, mais je continuerai le triathlon amateur parce que j'ai besoin de ça, j'ai toujours été là-dedans.
Et c'est tellement sympa que je Tu vas continuerai. rester. Ouais. Bah, ouais, top. En plus, là, si tu bascules sur un système de coaching, un système Ouais. de stage et tout, Mais oui, voilà, et puis il faudrait c'est au cœur de ta vie. il faudrait toujours que je sois un peu opérationnel pour suivre les stagiaires. Et puis, même sans parler du côté professionnel, côté professionnel, stage, entraînement ou autre, c'est super de côtoyer, de côtoyer les copains, d'être là avec, copains triathlètes ou encadrants, hein, parce que comme là, on est à Monaco, mais on est 5 athlètes. Ouais. Mais il y a du staff autour, donc il y a du boulot autour et on partage des bons moments aussi bien sur les entraînements qu'à côté. Donc c'est ça qui est bien et qui se résume pas juste. Jusqu'à maintenant, le triathlon se résumait entre guillemets à la performance. Ouais. Et maintenant, ça se résume à faire du mieux, on va dire, pour être le mieux classé possible, mais aussi passer des bons moments avec les copains. Donc ça, c'est top. Ok, bon, merci pour ce petit secret. Ouais. Alors. On verra dans le temps et on verra la suite. Pour conclure sur le podcast, j'adore finir par 2 questions. Donc là, ça va être une surprise aussi. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon, s'il y en a un? Je dirais ma première victoire Ironman. Ok. Ouais, en 2012. Sur quel Sur Ironman? Mont-Tremblant. Ok. Ouais. Plus que. Enfin, il y a Hawaï, une 10e place, c'est quand même énorme parce que c'est un objectif en termes de résultats, de performance. Mais Hawaï, gagner un Ironman, c'était un rêve, en fait, entre guillemets. Et puis je suis arrivé, enfin voilà. Donc, tu arrives là et tu dis, tiens, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, entre guillemets? Parce que je me voyais pas faire plus. Et après, je me suis dit, tiens, on va essayer d'aller à Hawaï et de faire du mieux possible. Et finalement, j'y suis arrivé, mais c'était plus un objectif en termes de performance qu'un objectif de. Ça aurait été comme me qualifier aux Jeux Olympiques. Ça aurait été un rêve. Bon, j'ai pas le niveau, c'est pas grave, je suis pas frustré par rapport à ça. Mais c'est plus. Voilà, je voulais passer pro, je suis passé pro, je voulais gagner un Ironman, j'ai gagné un Ironman. Et après, c'était un peu que. C'était du bonus, ouais. Ok. Et la dernière question, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, physiquement, etc., tu te dis quoi mentalement pour passer cette séance? Qu'est-ce qui fait que tu vas venir la valider? Je pense. Enfin, je pense à la course qui arrive, en fait. Voilà, je Ok. m'imagine être bien dans la prochaine course. Après, il y a aussi le côté le fierté qui joue. Bon, dimanche, c'était un échec. Sur la séance de mon entraîneur, j'ai explosé la dernière série. C'était rigolo parce que je devais rouler, c'était lactique, enchaîné avec du 70.3, avec de la récup. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et surtout, moi, j'ai jamais fait ce genre d'effort. Et à mon âge, c'est un peu plus compliqué de s'y mettre aussi. Et du coup, la dernière série, c'était 2 minutes 30. Je fais 1 minute 15, j'y arrive pas. Et j'arrête de pédaler. Je me dis non, t'es pas une merde, tu continues. Je repars. Et j'y arrivais plus après. Enfin voilà. Et du coup, c'est rigolo parce que t'as vraiment le côté fierté qui fait que t'es en dents de scie, tu pédales, t'y arrives plus, t'arrêtes. Tu dis merde, ça va pas. Tu repars. Non, finalement, ça va pas. Et bon, au bout d'un moment, j'ai explosé. Il n'y a pas eu de secret. Mais il y a le côté aussi fierté. Et le côté c'est marqué et il faut le faire. Et donc. C'est ce qui te tient. Ouais. Ok, au top. Bon, en tout cas, merci Romain pour ce moment. Merci à toi. J'ai vraiment adoré ta vision du sport, ton évolution et ta remise en question au quotidien pour voir ce qui pouvait se faire. C'est super intéressant de voir que là, en fait, tu as toujours fonctionné comme ça sur la nutrition, mais aujourd'hui, tu as envie de tester parce que tu te dis que ça marche sur d'autres, pourquoi pas sur toi. Ouais. Et j'adore ce côté-là, donc j'ai passé un très bon moment, donc merci à toi. Merci. Salut. Ciao. À bientôt. Il faut faire des compromis. Voilà, c'était important pour moi de progresser à vélo, progresser à pied, pour arriver maintenant au niveau où j'en suis. C'est sûr que maintenant il faut que je progresse en natation. La natation, c'est un truc tellement technique que voilà, il faut